Merci de nous rejoindre sur Radio J. Le Rassemblement national de Jordan Bardella qui arrive en tête au soir du premier tour avec 33% des votes. Effectivement, une projection qui lui donne de 260 à 310 sièges. La majorité étant fixée à 289 députés. Alors, Christophe, justement, est-ce qu'on se dirige vers une majorité absolue du Rassemblement national? Ça n'est pas du tout certain. C'est vrai qu'il y a cette fourchette et la majorité absolue est à peu près au milieu de la fourchette. Mais c'est une fourchette calculée sur des résultats du soir du premier tour. Il y a beaucoup de triangulaires et on sait qu'en masse, des candidats vont se retirer. Alors, est-ce que retirer un candidat qui est arrivé troisième, ça fait battre forcément le RN ? C'est pas évident. Les électeurs n'obéissent plus aux consignes de vote. Le RN ne fait plus peur comme avant. Le Front républicain, c'est une vieille idée. Néanmoins, quand on regarde circonscription par circonscription, tout de même, ça va faire perdre au RN des poignées de sièges. 10, 12, 15, 25, on ne sait pas. Mais ça peut suffire à leur faire perdre la majorité absolue. Or, Bardella l'a bien dit, s'il n'a pas de majorité absolue, il n'y va pas. Alors qu'Elisabeth Borne, Gabriel Attal ont gouverné avec une majorité relative. Michel Rocard a gouverné avec une majorité relative. Mais comme le RN a la main qui tremble, comme il y a une forme de lâcheté du côté du RN à ne pas tenter le coup en étant majorité relative, ils se sont eux-mêmes placés un obstacle sur le chemin. Alors, appel au désistement, justement, on a entendu hier Raphaël Glucksmann qui a appelé les candidats face justement au Rassemblement national à se désister en faveur du nouveau Front populaire, affirmant « l'histoire vous jugera sévèrement ». C'est quand même une prise de position très, très, très forte. On s'y attendait pas de la part de Raphaël Glucksmann. Oui, Raphaël Glucksmann se croit à une autre époque. Il se croit à une époque où la gauche était unie, mais où le Parti socialiste dominait ses partenaires. Alors faire alliance à l'époque avec le Parti communiste, c'était moins risqué parce que sans le PS, la gauche n'existait pas. Donc c'est le PS qui donnait le ton, c'est le PS qui était la locomotive. Raphaël Glucksmann ne se rend pas compte qu'aujourd'hui dans ce Front populaire, comme hier dans la NUPES, la locomotive c'est la France insoumise. Lui, il est le wagon à charbon pour faire avancer le train ou le wagon restaurant et peut-être même le wagon à bagages. Et le fait que Glucksmann, après avoir, pendant les européennes, expliqué, juré que la gauche réformiste était de retour, que la gauche compromise avec l'extrême gauche s'était terminée, que le 7 octobre avait creusé un gouffre infranchissable entre lui et LFI, Raphaël Glucksmann a jeté tout cela à la rivière, les principes avec, pour faire un accord qui est un accord seulement électoral. Ça marche. Les socialistes ont sauvé beaucoup de sièges grâce au Front populaire. Olivier Faure lui-même est élu au premier tour hier grâce à cet accord avec LFI. Mais on l'a vu dans les images et dans les débats dès hier soir, c'est LFI, le mâle dominant, si j'ose dire, du troupeau du Front populaire. On va justement revenir sur ces images de LFI, mais d'abord, c'est vrai, il y a quand même aussi ce Front républicain dont on a beaucoup entendu parler. Alors, beaucoup de personnes ont appelé à faire barrage aux extrêmes. Est-ce que finalement, ça a été une stratégie efficace? Est-ce que ça l'est encore? Est-ce qu'on peut encore parler de Front républicain, Christophe? Sur le papier, oui, parce que quand la plupart des chefs de parti disent le troisième doit se retirer s'il y a une menace pour la République, c'est une sorte de front républicain. Sauf que l'on sait que sur le terrain, ça ne marche plus comme ça. Et sur le terrain, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude de liberté des électeurs. Mon candidat n'est plus au second tour. Je fais ce que je veux. Je n'écoute pas la consigne du candidat battu ni du parti. Et puis, il y a un deuxième phénomène très puissant. C'est qu'entre RN et LFI, de plus en plus d'électeurs, qu'ils soient du centre, de droite modérée ou de gauche modérée, considèrent que LFI, c'est plus dangereux que RN. Et on a entendu Meilleur Habib, justement, candidat dans la 8e circonscription, dire ce matin le RN de Ciotti est beaucoup plus fréquentable que la France insoumise. Ce sont des propos que jamais on aurait pu entendre, imaginer de la part d'un candidat, justement, aussi de la 8e circonscription, qui représente Israël. Et c'est le chemin qui a été parcouru par l'opinion depuis 2 ans. Depuis 2 ans qu'on voit à l'Assemblée nationale la bordélisation agressive de LFI et le parti cravate raisonnable de Marine Le Pen. Et c'est évidemment le chemin que suit l'opinion en courant depuis le 7 octobre où on a vu la complaisance, pour ne pas dire pire, de la France insoumise avec le Hamas. Ça donne quoi? Ça donne aujourd'hui la capacité du RN à faire croire qu'ils seront majoritaires, les meilleurs remparts contre l'antisémitisme, les meilleurs protecteurs des Juifs. Qui l'eût cru pour le parti de Jean-Marie Le Pen? Alors est-ce que cette conversion du RN est sincère, profonde et définitive? Ou est-ce que c'est simplement un masque utile pour gagner les élections et demain, ils se moqueront complètement de ce qui pourra surgir dans le pays comme vague antisémite? Hélas, on n'aura la réponse qu'après. Et après, s'ils ont le pouvoir, ce sera trop tard. Aujourd'hui, 1er juillet, la présidence de l'Europe est prise par la Hongrie de Viktor Orban. Et aujourd'hui, 1er juillet, le RN a une chance.
pas 100% des chances, mais une bonne chance d'avoir la majorité absolue et de prendre le pouvoir en France. C'est ce qu'on appelle un tournant historique. Effectivement, le Rassemblement national qui est revenu sur certaines des propositions problématiques, l'abattage rituel, mais il y a aussi notamment, et il faut le dire, puisque on est aussi sur Radio J, ils veulent criminaliser le fait qu'une personne porte la kippa dans la rue. Une personne qui porte la kippa dans la rue pourra se faire arrêter. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas disparu du programme du Rassemblement national, je crois. Oui, il y a un grand flou sur ce programme dans tous les domaines. Pendant cette campagne, pour faire des voix, ils ont renoncé à peu près à tout. À des choses symboliques envers la communauté juive, comme l'abattage rituel, mais aussi à des choses économiques et sociales, comme par exemple la retraite à 60 ou 62 ans. Bien entendu, tout pour être élu. Oui. Donc il faut faire en sorte que personne n'ait une raison objective de voter contre vous. Si vous arrivez à cela, eh bien vous pouvez gagner en majorité absolue. C'est une vieille recette, elle a servi autant à Jacques Chirac qu'à François Mitterrand. Donc le RN ne l'invente pas, cette recette. Qu'est-ce que ça veut dire de l'exercice du pouvoir par le Rassemblement national? Et puis, il y a majorité. Il n'y aura pas de majorité absolue pure RN. On voit bien qu'ils sont un peu trop courts, ils auront besoin de l'apport des candidats LR Ciotti. Peut-être même que ça ne suffira pas, qu'il faudra aller débaucher quelques LR supplémentaires. Les trouveront-ils? S'ils les trouvent, ça va diluer forcément leur programme. Le RN pourra avoir des postes, mais sera obligé de partager les décisions. Donc on est quand même dans le grand flou. Mais pour les électeurs, on n'a pas le choix entre une majorité de gens raisonnables ou une majorité RN. On a le choix entre une majorité absolue RN et ses alliés, et en face, rien. Une majorité introuvable. Une majorité, une assemblée ingouvernable. C'est-à-dire une alliance avec les modérés de la NUPES, les socialistes, les macronistes survivants, ils seront peu nombreux, et les LR. Mais ça fait pas un gouvernement, ça fait pas 289 députés. Ça fait peut-être éventuellement une force de blocage, mais pas plus. Alors on a vu que la question de l'antisémitisme, puisqu'on en parle, a été au cœur de ces élections législatives. Chacun se renvoyant la balle de qui est le plus antisémite finalement. Et on a encore vu hier cette passe d'armes entre Marion Maréchal Le Pen et Manon Aubry, effectivement. Vous êtes antisémite, c'est vous qui êtes antisémite, vous êtes porte-parole du Hamas, je crois. Qu'en pensez-vous ? Quel regard vous portez sur cette situation qui est extrêmement violente aussi à vivre pour les Juifs de France? C'est affligeant. C'est affligeant parce qu'évidemment, la communauté juive se retrouve l'enjeu d'une élection, l'outil d'un camp contre l'autre. Alors qu'on sait très bien que la communauté juive, ça n'est pas décisif en termes de nombre d'électeurs. On sait très bien que l'antisémitisme, s'il a été le sujet le plus émotionnel peut-être depuis le 7 octobre dans ce pays, ce n'est pas la préoccupation principale des Français. Les Français pensent à l'insécurité, ils pensent à l'immigration, ils pensent à la santé, ils pensent à l'inflation avant de penser à ces données-là. Donc il y a une instrumentalisation de ce problème des uns contre les autres. Alors évidemment, c'est très facile d'aller chercher dans le passé du RN des choses rédhibitoires et c'est très facile de trouver dans les derniers tweets et les filles des choses rédhibitoires. Donc c'est l'accusation facile. Ce qui est tragique, c'est qu'entre ces deux extrêmes, qui en effet font de l'antisémitisme un instrument de campagne malhonnête, eh bien les modérés, le camp central, n'est pas réussi à s'unir dès le premier tour. À se dire, mais il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque de voir les LFI mettre le feu à la gauche et un vrai risque de voir le RN prendre le pouvoir, sachant qu'une bonne partie des LFI, Mélenchon en tête, souhaitent la victoire du RN, parce qu'ils ne veulent pas gagner dans les urnes, les LFI. Ils veulent provoquer une sorte de choc révolutionnaire dans le pays. Et on l'a vu quand Jean-Luc Mélenchon a pris la parole justement hier soir aux côtés de Rima Hassan avec son kéfier, alors que Jean-Luc Mélenchon n'est pas censé représenter le nouveau Front Populaire. Ils auraient pu et elle n'est pas candidate aux législatives. Un porte-parole beaucoup plus modéré. Bien sûr, mais on voit bien, pendant les élections européennes, ils n'ont mis en avant qu'une seule ligne. Le combat contre Israël. Ils n'ont mis en avant qu'une seule personne, Rima Hassan, qui a éclipsé la tête de Lise Manon Aubry. Et là, pour les législatives, on ressort au soir du premier tour le duo Mélenchon-Hassan. Donc le message est clair. C'est un message pour les banlieues de l'islam politique. Votez pour nous et nous ferons ce qu'il faut par rapport à Israël. Et donc c'est une manière de dire à la gauche, on vous a bien eu, la ligne antisioniste, la ligne qui fleure l'antisémitisme, on la remet au cœur de ce second tour. Ce que Glucksmann a espéré, puisqu'il disait « J'ai mis les lignes rouges, j'ai obtenu ce que je voulais, et les filles a renoncé à son antisionisme, je vais les faire canner », a-t-il même dit. Eh bien, il s'est fait rouler dans la farine. Et c'est une stratégie qui va se retourner d'ailleurs contre eux, puisque voir Rima Hassan enquéfiée à la télévision ne va faire aussi peut-être qu'attiser la violence de certains à vouloir voter pour le Rassemblement national. Bien sûr, une partie de la gauche va rester à la maison la semaine prochaine, ça va aider le RN. Une partie des électeurs qui auraient pu, déçus du macronisme, aller vers
vers une gauche modérée, aller vers un socialisme tempéré, eh bien, n'ira pas et peut même aller vers le RN pour faire barrage à LFI. C'est un calcul 100% perdant pour cette gauche modérée. Elle a une dernière chance. Quand on aura l'élection, quand on aura le nombre de députés, casser immédiatement le Front populaire, isoler les élus LFI et tenter de François Hollande à Laurent Wauquiez de faire quelque chose. Alors ça ne sera pas quelque chose pour gouverner parce qu'ils n'auront pas 289 députés. Puis en plus, ils ne sont pas d'accord sur le programme. Mais ça peut être un accord des Républicains pour dire pendant un an, ça va être le pugilat entre LFI et le RN. Pendant un an, ça va être un gouvernement technique parce qu'il y aura de la majorité pour personne. Et dans un an, on retourne devant les électeurs. Et pendant ce temps-là, nous les modérés, on va essayer d'amortir le choc pour que ce pays n'aille pas au caniveau. C'est ça la seule chance. Heureusement, il y aura à l'Assemblée des gens de poids politiquement. Il y aura peut-être Laurent Wauquiez, Attal, Hollande. Et donc ça, ce sont des voix qui vont compter pour reconstruire après ce qu'on n'aurait pas dû détruire avant. Un exemple simple. Aymeric Caron est élu au premier tour. Oui. S'il y avait eu une alliance dès le premier tour entre LR et Horizon, on n'aurait peut-être pas cette situation. On aurait eu une force plus importante. Vous voyez, l'union de ceux qui refusent les extrêmes, ça ne se fait plus au second tour par un front républicain, sauf qui peut. Ça se fait dès le premier tour. Parce qu'on avait un clivage droite-gauche il y a 10 ans que Macron a détruit. Il a été remplacé désormais par un clivage extrême-droite, extrême-gauche. Tout ça pour ça. Alors il y a une voix qu'on a assez peu entendue finalement, c'est celle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, le président de la République, qui a déclaré hier absolument pas regretter son choix du 9 juin. Écoutez, il a eu tout faux. Il a pensé le 9 juin soir que la gauche irréconciliable allait exploser et que donc ses candidats seraient éliminés au premier tour et que la droite, très affaiblie par un nouvel échec, allait venir à lui. La droite est restée indépendante, sauf ceux qui sont partis avec le RN, et la gauche s'est reconsolidée comme au premier jour de la NUPES. Tout faux, Emmanuel Macron. Jusqu'à hier, où sa déambulation en blouson d'aviateur et lunettes de soleil dans les rues du Touquet n'était peut-être pas du meilleur acabit un jour de dramatisation électorale. Alors peut-être pour terminer, Christophe, comment aujourd'hui analyser la suite des événements? Comment ça va se passer si une majorité est introuvable? Comment imaginer la suite dans l'Assemblée nationale? Si une majorité est introuvable, il y a deux solutions. Essayez quand même de nommer un Premier ministre politique au-dessus de la mêlée qui n'aura de majorité pour rien, mais qui n'aura pas de motion de censure contre lui. Parce que chaque fois que le RN déposera une motion de censure, LFI refusera de la voter. Et ce politique-là, par exemple un vieux sage, peut tenir 1 an, 2 ans ou 3. C'est ce qui s'est passé en 1947 avec la troisième force. L'autre solution, c'est d'avoir un gouvernement purement technique avec des hauts fonctionnaires qui ne font rien pendant 1 an. Et le 8 juillet 2025, on reproduit la dissolution pour retourner devant les urnes. Tout cela va laisser un pays fatigué, exsangue, fracturé et abîmé économiquement parce que les investisseurs vont s'en aller, l'économie va plonger dans le rouge très vite, on va payer très cher cet épisode, quelle qu'en soit l'issue. Au bout du compte, il n'y aura qu'une seule perdante dans cette affaire, elle s'appelle la France. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Barbier. Christophe, qu'on retrouve évidemment au quotidien sur Radio J, qu'on retrouvera à 7h45. On n'a pas pu avoir ce matin Sylvain Maillard, candidat aux élections législatives dans la première circonscription de Paris, mais on le retrouvera certainement dans les prochains jours. Demain, votre rendez-vous à partir de 7h05. Votre invité, est-ce que vous l'avez, votre invité demain? Écoutez, non, demain c'est encore flou parce qu'ils ont tous un peu la gueule de bois, donc on va recomposer notre programme de la semaine. Effectivement, 7h05, 7h45 en tout cas, vous restez avec nous dans quelques instants. Le journal avec Eva Soto, et puis je vous le disais tout à l'heure, on va revenir à l'actualité israélienne et on sera avec Laetitia Layard, c'est la maman de Nathan, 20 ans.